Parmi toutes les nouvelles liées aux extraterrestres qui secouent notre planète, les rapports de plus en plus fréquents sur les OAN, objets aquatiques non identifiés, sont les plus mystérieux pour les spécialistes. Les OAN ont été observés dans divers coins du monde et continuent de surgir des eaux, rencontrant des témoins du monde entier. Depuis la publication de notre dernier récit sur l'apparition des OAN, de nouveaux faits étonnants, histoires et détails concernant le groupe le plus insaisissable des ovnis ont été révélés. Cela s'est produit à l'été 2000. Mon navire est arrivé dans la baie de Guantanamo, Cuba, lorsque j'ai soudainement remarqué dans l'eau trois grandes lumières blanches étranges. Cela a constitué la première confirmation de la présence d'anomalies sous-marines dans les eaux de nos océans et mers. Les OAN peuvent laisser de nombreux cercles à la surface de l'eau. Il s'avère également pourquoi l'un des premiers porte-avions américains avec des armes nucléaires à bord, Franklin Delano Roosevelt, a continué d'attirer des ovnis et des OAN pendant plus de 30 ans. J'étais à bord du porte-avions Franklin Roosevelt en 1958 et j'ai vu un ovni lorsque nous étions en mer. Des nouveaux rapports sur les ovnis au fond marin aux histoires centenaires. Les experts continuent de se creuser la tête. Qui sont donc les premiers habitants de cette planète? Nous ou eux? La vérité sur Amenello. Des traces en profondeur. Au début de 2006, en regardant une émission sur le canal History concernant Amenello dans les profondeurs marines, le maître de la marine Charles Howard, ayant servi pendant 36 ans, a contacté la chaîne pour proposer de raconter ses histoires sur des objets aquatiques non identifiés, inhabituels et effrayants. Le maître Howard, qui a servi 17 ans dans la marine, partage son histoire de première rencontre avec un phénomène que l'on peut qualifier d'OAN. Une émission sur les ovnis et les OAN était diffusée sur le canal History. Et j'étais très heureux, car j'avais aussi une expérience que je n'avais partagée avec personne. J'ai décidé que cela pourrait être intéressant. À l'été 2000, le navire de Howard Thorne est arrivé à la base de Guantanamo à Cuba après des exercices planifiés. Il était déjà tard, environ 10 heures, et je rentrais sur le navire. Je marchais sur le quai. Ce jour-là, j'étais très fatigué et je voulais rentrer avant tout le monde pour avoir un peu de sommeil. Le chemin était long et je me suis retrouvé à 30 pas devant tout le monde lorsque, du coin de l'œil, j'ai remarqué une lumière blanche brillante. Je marchais, regardant sur le côté, et elle brillait sous l'eau. Un Oan lumineux apparaît généralement à 30 mètres de la côte. Howard a supposé que l'objet était à seulement 3 mètres de lui. À mesure qu'il s'approchait, Howard n'a pas pu déterminer s'il avait été créé par l'homme. D'abord, il est apparu de nulle part, comme une douce lumière blanche. Au fur et à mesure que je l'observais, la lumière devenait de plus en plus brillante. Et soudain, deux autres feux s'allumèrent derrière elle, presque en forme de triangle. Un feu ici, un feu ici, un feu là-bas. Au début, je n'avais pas peur, car je ne voyais qu'une seule petite lumière brillante. J'étais simplement émerveillé. Mais ensuite, lorsque deux autres feux apparurent derrière, ils commencèrent à bouger. C'est alors que j'eus peur et je criai: Hé les gars, venez voir ça! D'autres marins répondirent à l'appel de Howard, mais ils étaient en retard. L'OVNI avait disparu sous l'eau. Auparavant, Charles n'avait jamais rien vu de tel et espère ne plus jamais en voir. J'ai passé presque 17 ans en mer et je n'ai jamais rencontré quoi que ce soit de semblable. C'était très étrange. De tels phénomènes en mer sont souvent observés dans les zones adjacentes à la fosse de Santa Catalina, près de Los Angeles. Demain, nous sortirons en mer avec des plongeurs pour trouver des preuves de l'apparition ici d'un ovni en 1992 dans la région de la baie de Santa Monica, le 14 juin 1992 à 10h24 du soir. De nombreux témoins ont rapporté avoir vu plus de 200 objets brillants en forme de disque, soulevant silencieusement des vagues et suspendus au-dessus de l'eau avant de s'envoler dans le ciel. Ce cas a été signalé par téléphone aux forces de police locales dans la région de Malibu, le poste de police de Lost Hills. Aujourd'hui, personne n'a signalé d'incidents inhabituels. Pourriez-vous préciser de quels incidents inhabituels il s'agit? Des lumières. Des lumières, oui. Que vous est-il arrivé en rentrant chez vous? Je ne veux pas en parler, car vous penserez que je suis devenu fou. En mars 2006, Patrick Askert, Kevin Brown et Julius Willis ont invité un journaliste à une expédition de recherche sur la détection d'objets sous-marins non identifiés dans la fosse de Santa Catalina. La veille, à 9h37 du soir,
plusieurs objets argentés en forme de disque avaient été aperçus plongeant dans les eaux du canal et réémergeant à la surface. Avec eux, cette expédition comprenait le ufologue et capitaine de mer expérimenté William Burns, ainsi que le chercheur Preston Dennett, qui avait auparavant partagé ses observations sur les ovnis dans les eaux de Los Angeles en 1992. L'équipe était prête à plonger. Asker vérifiait de l'équipement. « As-tu un compteur Geiger ?» demanda-t-il. « J'ai l'équipement prêt, nous pouvons y aller, » répondit Brune. Ils s'assurèrent qu'ils avaient des masques, des bouteilles et une caméra sous-marine avant de prendre la mer. Les chercheurs prévoyaient d'explorer 2 zones du canal. Askert et Brune collectaient des échantillons, et Brune, en tant que chercheur scientifique, devait effectuer des recherches préliminaires à bord, puis les terminer en laboratoire. Nous devons plonger sous l'eau, collecter des échantillons et trouver des preuves de l'existence d'ovnis sous-marins, remarqua Askert. Dans cette vaste zone inexplorée, connue sous le nom de Fosse Redonda, le suivi des ovnis était compliqué en raison de la profondeur significative, atteignant 1,5 km. Les sonars de la plupart des navires ne sont pas capables de détecter des objets à une telle profondeur. Le navire, nommé Pacific Star, a quitté les côtes de Redondo Beach, Californie, à 8h37 du matin, se dirigeant vers l'ouest dans les eaux sombres de l'océan Pacifique. L'équipage luttait contre un vent fort et des vagues, et un des membres de l'équipage exprima ses inquiétudes. « J'ai peur que le vent se renforce. Si les vagues augmentent, la distance au fond changera. C'est très dangereux, et cela pourrait entraver les recherches. » À 9h22 du matin, l'équipage remarqua pour la première fois quelque chose d'inhabituel à la surface de l'eau. « Regardez, incroyable, une anomalie étonnante !» s'exclama un des membres de l'équipe. À la surface se forma une spirale ronde d'un diamètre d'environ 4,5 mètres, qui pulsait constamment, disparaissant aussi rapidement qu'elle était apparue. Vous pouvez ne pas me croire, mais il y a eu de nombreux crashs d'ovnis ici, au moins 40 ou 50. Donc, il est tout à fait possible qu'il y ait quelque chose ici, y compris des débris d'ovnis. Le capitaine ordonna de jeter l'ancre à 2000 marins de cet endroit. Nous voulons savoir s'il y a des débris au fond de la fosse, s'il reste des traces sur le sol, si le fond radioactif a changé, s'il y a des objets étranges, expliqua-t-il. La nuit précédente, un objet avait été observé à cet endroit, et s'il avait laissé quelque chose derrière lui, l'équipe prévoyait de remonter des échantillons à la surface pour une étude plus approfondie. Cependant, la visibilité sous l'eau était très mauvaise, seulement 1,5 mètre à 3 mètres. « Je n'ai presque rien vu pendant que nous étions en bas, » avoua Askert. Malgré cela, il collecta des échantillons pour des analyses. « Je n'ai rien vu, seulement le faisceau de ma lampe torche qui se perdait dans l'obscurité, » ajouta-t-il, ressentant un inconfort dans cette obscurité impénétrable. En raison de la mauvaise visibilité, le groupe décida de s'éloigner encore de 6 à 5 km à la recherche d'un endroit plus approprié pour l'exploration. « Si vous devez vous cacher, c'est le meilleur endroit, » remarqua un des plongeurs. Alors que la visibilité sous l'eau se détériorait, les plongeurs préparèrent une caméra plus sensible pour filmer à une plus grande profondeur. « Voici ta caméra. »« Je l'ai déjà installée », a déclaré l'un des membres de l'équipe, se préparant pour la prochaine plongée. La configuration de l'équipement à la sensibilité maximale dans des conditions de faible luminosité était d'une importance critique. S'il y a quoi que ce soit dans l'océan, cela doit être visible. Les plongeurs prélevaient des échantillons du fond, les examinant à la recherche de traces chimiques et de radioactivité. Les objets sous-marins non identifiés, ou ONI, laissent des traces, et il se peut qu'ils soient magnétiquement actifs ou aient une charge électrique élevée. À cet endroit, la meilleure visibilité permettait aux plongeurs de collecter du matériel, et à ce moment-là, ils remarquaient quelque chose d'inhabituel. L'un des participants à l'expédition, exprimant sa satisfaction, disait « Je suis content de ce que nous avons collecté. Il était nécessaire de mesurer le niveau de radiation à l'aide de compteurs Geiger. Et excellent, tout est propre ici, il y a beaucoup de sédiments. Regarde, j'ai quelque chose, ajouta-t-il lorsque le compteur indiqua un dépassement du niveau de radiation. Maintenant, des recherches supplémentaires sont nécessaires, le reste au laboratoire. Ce n'est pas étonnant que les ONI choisissent cette zone. Il est assez facile de se cacher ici, réfléchissait un autre participant. Nous ne savons pas quel sera le résultat tant que nous n'avons pas tout vérifié, mais c'est un processus long.
Nous essayons de tester nos hypothèses en menant des expériences rigoureusement contrôlées. Nous essayons d'éliminer les variables, mais il est très difficile d'éliminer toutes celles avec lesquelles nous avons affaire. Donc, pour l'instant, nous en sommes au stade d'observation. Mais si quelque chose d'étrange ou nécessitant une étude plus approfondie apparaît, nous y reviendrons. Kevin, l'un des chercheurs, acquiesça. Si tu veux trouver quelque chose, il faut chercher. Cependant, les recherches supplémentaires ont donné des résultats peu concluants. Néanmoins, en raison du résultat positif de l'échantillon numéro 2, une expédition plus sérieuse a été planifiée pour l'automne 2006. Nous devons revenir. Parmi toutes les réalisations de la construction navale américaine après la Seconde Guerre mondiale, peu pouvaient surpasser le porte-avions Franklin Delano Roosevelt en puissance et en caractéristiques techniques. Mis en service le 27 octobre 1945 à New York, ce navire, d'un déplacement de 64 000 tonnes et d'une longueur de 304 mètres, est devenu le premier porte-avions de l'histoire à transporter des armes nucléaires. Le Franklin Delano Roosevelt était un navire extrêmement puissant dans tous les sens du terme et est devenu un laboratoire flottant pour toute la marine. Selon de nombreux marins ayant servi sur ce navire, grâce à ses caractéristiques uniques, il s'est retrouvé au centre de l'un des plus grands mystères du XXe siècle. Un des anciens marins, Rusinski, ne doutait pas de l'existence des ovnis et de leur tentative de contact avec le navire. Beaucoup de marins à bord se sont retrouvés dans les mêmes situations que moi. Il existe un lien clair entre le porte-avions, l'armement nucléaire et les apparitions d'ovnis. L'armement nucléaire semblait attirer les ovnis. Rusinski a servi sur le porte-avions de juillet 1958 à décembre 1960 en tant que pompier et technicien. Il se souvient de son premier contact avec un grand objet ressemblant à un ovni en septembre 1958 dans la baie de Guantanamo, Cuba. Nous étions sur le pont inférieur. Il était environ 8 ou 9 heures du soir. Il faisait sombre. Quelques gars sont arrivés en courant de la salle des machines et mon ami Vance a dit « Hé, monte, regarde ce qui se passe là-haut !» Je les ai suivis en haut, dans le hangar puis sur le pont d'envol. Rusinski a vu un ovni en forme de cigare, se déplaçant à une vitesse incroyable vers le navire. L'objet se déplaçait sans bruit et manœuvrait différemment d'un aéronef ordinaire. Nous ne menions aucune opération de vol. Il régnait un silence sur le pont d'envol et cette chose volait droit sur nous et j'ai vu une lumière quand elle s'est approchée de notre navire. Il y avait une rangée de fenêtres avec des silhouettes à l'intérieur. Ils se sont approchés si près que j'ai ressenti de la chaleur et j'ai remarqué que les créatures qui nous regardaient n'étaient pas humaines. Ensuite, l'objet a changé de couleur pour devenir brillant, rouge-orange, et Rusinski a remarqué sa forme. C'était une forme de cigare. Elle changeait de couleur. Il a raconté que cet objet brillant, ressemblant à un ovni, a émergé de l'eau et s'est déplacé silencieusement pendant 45 secondes avant de s'envoler. Environ 25 de ses camarades de service ont observé ce phénomène et la plupart d'entre eux ont été transférés du navire peu après. Rusinski affirme que dans les heures qui ont suivi l'incident, le journal de bord a été réécrit. Il se souvient que, lorsqu'il a pris le journal, beaucoup de choses avaient déjà été effacées. Il n'y avait rien, dit-il, ajoutant que les témoins transférés du navire ont signé des documents de non-divulgation, bien qu'on ne lui ait pas demandé de le faire. Probablement parce que je ne parlais pas, note-t-il, soulignant sa méfiance. 50 ans plus tard, sa quête de réponse à la question « Que s'est-il passé cette nuit-là ?» se poursuit. J'essaie toujours de retrouver ces gars du pont d'envol, partage-t-il, notant qu'il n'a signé aucun document et n'a pas été transféré du navire. J'ai tant de questions. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi? Sa voix était pleine de détermination et il explique pourquoi il a passé tant de temps à chercher. Rusinski n'est pas seul dans sa conviction qu'il a vu un ovni pendant son service à bord du navire. Un autre vétéran, Harry Jordan, a servi à bord du navire de 1962 à 1965 en tant que matelot de première classe. En tant que radiométreur, on lui a confié la tâche de travailler avec le système radar le plus puissant au monde, capable de créer des interférences avec des missiles anti-navires et de neutraliser des radars puissants. Jordan raconte qu'en 1963, il a été témoin d'un autre incident impliquant un ovni, qui reste encore un mystère. Une chose est certaine, Roosevelt attirait les ovnis à cause de son équipement technique et de ses armes à bord, y compris nucléaires.
affirme-t-il, se préparant à partager son histoire mystérieuse et palpitante. Je me souviens de cet incident et de tous les détails, car cela ne s'oublie pas, dit Jordan, se remémorant les événements du 2 octobre 1963 au large de la Sardaigne. Il était environ 2 heures du matin et il surveillait l'écran de son radar. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'un contact apparaisse soudainement sur le radar, se souvient-il. L'objet se trouvait à une altitude de 24 km, pratiquement inaccessible pour la plupart des aéronefs. Le premier signal sur l'écran radar est apparu vers 2h30. L'objet était à 1000 km du navire à une altitude de 24 km, puis à 500 km à une altitude d'environ 10 km, et enfin à 100 km à une altitude de 34 km du navire du côté du port, continue Jordan. Il en a fait rapport à l'officier de quart, qui est venu, a suivi tout le processus, a confirmé ses observations et a informé le quart sur le pont. Après cela, le quart a réveillé le capitaine, et l'objet a commencé à descendre. L'objet sur l'écran de mon radar accélérait à une vitesse qu'aucun avion ne peut supporter, dit Jordan. Cette chose a parcouru 16 km en quelques secondes et se déplaçait à une vitesse de 6500 km à l'heure. Il décrit comment l'objet effectuait des virages angulaires vers la droite, suivant une trajectoire ressemblant à la lettre Z, comme si quelqu'un avait tiré dans sa zone de vision. L'objet n'avait aucune signature, ce qui semblait étrange, ajoute-t-il. Après son rapport, le capitaine Roosevelt a ordonné de faire décoller une paire de chasseurs Phantom en alerte pour examiner l'étrange objet de plus près. Les avions se sont détachés du pont du porte-avions en pleine puissance et sont montés dans le ciel un par un, se souvient Jordan. Les chasseurs ont pris un cap de 12 et il a ressenti que quelque chose d'inhabituel se produisait, dépassant le cadre des opérations de vol habituelles. Les fantômes, se trouvant à 32 km du site, tentaient d'établir un contact visuel avec l'objet. L'objet, sur l'écran de mon radar, continuait de se rapprocher du navire avant de disparaître après un bref éclat, dit-il. Il est apparu sur l'écran de droite au poste de contrôle des vols, puis le contact a commencé à disparaître pendant 20 à 30 secondes, après quoi j'ai entendu l'un des pilotes dire « Quel quoi ?» Et c'était tout ce que j'ai entendu. Un instant plus tard, la cible est revenue, a disparu tout aussi rapidement, et voilà qu'elle est devenue plus grande et plus proche. À peine les avions avaient-ils atterri que le contact est réapparu par l'arrière, et quelqu'un, au poste de contrôle, a crié « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Se souvient Jordan, soulignant qu'environ 15 personnes étaient assises là avec des jumelles, observant ce phénomène mystérieux. À 2h32 du matin, sous les yeux de l'équipage du porte-avions Roosevelt, un objet sous-marin non identifié a momentanément suspendu son vol à environ 30 mètres du navire avant de disparaître. Un des membres de l'équipage, Jordan, décrit ce moment. « J'ai vu un objet en forme de Z. Puis il s'est arrêté, a clignoté et a ensuite disparu. » Jordan, ayant de l'expérience avec l'électronique des aviations soviétiques, coréennes et chinoises, affirme que si cela avait été une météorite, elle se serait consumée dans l'atmosphère. Oh, j'aurais vu à l'écran les traînées caractéristiques, mais tout a simplement disparu après 2 à 3 secondes, ajoute-t-il. Dans le journal de bord, Jordan consigne l'incident comme une apparition d'OVNI. Après quelques secondes, le commandant du navire s'approche de lui. « Jordan, qu'as-tu écrit dans le journal ?» demande-t-il. « J'avais un OVNI, j'ai noté le numéro de contact et je l'ai montré au commandant, » répond Jordan. Cependant, le commandant a ordonné de supprimer l'enregistrement. Mon commandant était d'accord avec moi. Mais pas sur tout. Oui, Jordan, c'était exactement ça. Jordan, personne ne doit savoir cela, dit-il. Jordan, respectant son commandant et la flotte, est resté silencieux pendant 20 ans. C'était un moment historique pour la marine américaine, et ça a été rayé du journal, souligne-t-il. Néanmoins, ce n'est pas le seul cas où le Roosevelt a été confronté à des OAN. En 32 ans de service exceptionnellement court, le porte-avions a rencontré au moins 6 incidents similaires. Oui, le Roosevelt semblait attirer les OAN. Il a vu pas mal d'extraterrestres, note Jordan. Il a interrogé 3 personnes qui étaient à bord du Roosevelt au moment où de grands ovnis ont été vus au-dessus du navire. Ces témoins ont observé les objets et en ont fait rapport à l'aide de l'électronique du navire. Franklin Delano Roosevelt est devenu le premier porte-avions à avoir constamment à bord des armes nucléaires et il semblait que l'apparition des ovnis était liée à ce facteur.
La première confirmation de cela a été obtenue en mer du Nord, au large des côtes anglaises, lors des manœuvres des forces navales de l'OTAN. En septembre 1952, l'OTAN a lancé l'opération Gros Bras, le premier exercice collectif multilatéral après la guerre. Roosevelt a participé à ces exercices au large du Danemark, où se sont produites certaines des apparitions d'OVNI les plus incroyables de l'histoire. Le ministère de la Défense britannique a également enregistré cet incident comme une apparition d'OVNI. Les exercices ont impliqué 200 navires, 1000 avions et plus de 80 000 militaires de différents pays de l'OTAN. La gestion des manœuvres était effectuée depuis le Roosevelt, le plus grand et le plus perfectionné des navires de l'époque. Le porte-avions dirigeait un groupe opérationnel dont l'objectif était d'empêcher les sous-marins soviétiques de passer de la mer du Nord à l'Atlantique. Cependant, au fond de la mer du Nord, au nord des côtes européennes, pourrait se trouver une base d'OVNI. Nous les surveillions, et ils nous surveillaient, dit Jordan. Le 13e septembre 1952, le destroyer danois Willy Moïse se trouvait en mer Baltique, au nord de l'île de Bornholm. Soudain, le lieutenant de vaisseau Schmidt Esson et plusieurs membres de l'équipage ont vu un objet triangulaire lumineux se déplaçant à grande vitesse au-dessus de l'eau, à proximité immédiate du vaisseau amiral. L'objet bleuâtre s'est dirigé vers l'ouest, puis a soudainement tourné vers le sud-est, directement vers le Roosevelt. Au cours de la semaine suivante, plusieurs autres apparitions d'OVNI ont été signalées à différents endroits, allant du Danemark au quartier général de l'opération en Écosse. Le 20e septembre 1952, à 7h30 du matin, 3 officiers danois ont observé un objet brillant en forme de disque s'élevant de l'eau et passant au-dessus d'eux. Cet objet se dirigeait également vers la flottille de l'OTAN, à savoir vers le Roosevelt. L'OVNI de couleur métallique s'est rapidement dirigé vers l'est et a disparu parmi les nuages. Moins de 24 heures plus tard, le 21 septembre 1952, 6 pilotes britanniques ont remarqué au-dessus de la mer du Nord un objet sphérique brillant qui s'est élevé de l'eau et s'est approché silencieusement de l'escadre. Ils ont tenté de le poursuivre, mais l'objet a rapidement échappé à la chasse. Le vétéran du Roosevelt, Jordan, affirme que plus de 40 ans auparavant, il a parlé à des témoins qui ont également été témoins de ces événements mystérieux. En contactant 3 ou 4 destroyers, les militaires ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait lorsque l'objet, large de presque 500 mètres, est sorti de l'eau et a endommagé l'un des navires. Plus tard, il a été rapporté qu'il y avait eu une collision entre 2 destroyers, mais selon un témoin, ce n'était pas le cas. L'opérateur a déclaré que cette foutue chose a surgi de l'eau et a décollé. Selon les rapports, tous ces incidents étaient niés par une caractéristique effrayante. Les témoins avaient l'impression que des objets sous-marins les observaient de près. Après l'opération Gros Bras, de nombreux marins et pilotes de l'armée de l'air, y compris des membres de l'équipage du Roosevelt, ont fait état de leurs observations. C'était un cas où de nombreuses personnes étaient témoins de l'apparition d'OVNI. À bord du porte-avions Roosevelt se trouvait un journaliste accrédité qui observait confortablement l'augmentation de l'activité OVNI à travers l'objectif de sa caméra. Le 20 septembre 1952, à 11h du matin, plusieurs membres de l'équipage ont remarqué un autre OVNI sphérique se déplaçant rapidement qui s'est élevé de l'eau dans les airs juste derrière les flottes. Le journaliste Hollis Litvin, qui suivait le déroulement de l'opération, a dirigé sa caméra Canon vers l'horizon et a pris 2 photos de disques se déplaçant rapidement, qui semblaient ignorer toutes les lois de la gravité. On disait que des spécialistes de la marine étudiaient les photos, mais aucun rapport officiel n'est jamais apparu. Wallace Litwin a capturé des disques volant au-dessus du porte-avions Roosevelt pendant l'opération Gros Bras. Sur les photographies, on peut voir comment l'objet passe au-dessus du navire et on peut distinguer l'île du porte-avions et une partie de l'aile de l'avion. Sur les images, il semble qu'un point lumineux vole au-dessus du navire, mais les témoins affirmaient qu'il avait la forme d'un disque. Les apparitions d'OVNI au-dessus du pont du porte-avions Roosevelt lors de l'opération Gros Bras n'étaient pas une nouveauté pour les officiers et marins du navire. On disait que le général Dwight Eisenhower avait également vu des objets similaires lorsqu'il a visité le porte-avions en tant qu'invité. Les témoins des événements ne voulaient pas en parler, d'une part parce qu'ils avaient été intimidés, et d'autre part, ils ne voulaient pas avoir l'air idiots. Selon des experts, de nombreux documents concernant l'opération Gros Bras sont restés classés. La question se pose,
Les autorités ont-elles des raisons de garder secrètes des événements vieux de 50 ans? Les militaires du monde entier percevaient ce qui se passait comme une menace. On disait que s'ils avaient pu pénétrer dans l'espace aérien, ils pouvaient également entrer dans des zones fermées. Ils volent plus vite que nos avions les plus rapides. Cela signifie-t-il qu'ils sont hostiles? Bien que de nombreux vétérans du Roosevelt soupçonnent que les caractéristiques uniques du navire attirent l'attention des extraterrestres, certains se demandent si toute l'activité observée peut être considérée comme une preuve. Peut-être croiront-ils aussi que les ovnis existent. Maintenant, les collègues d'Ivan Sanderson vous invitent à un voyage. Un OAN, c'est un objet aquatique non identifié, un phénomène qui existe depuis longtemps. Mon ami et collègue Ivan Sanderson a commencé à l'étudier il y a assez longtemps. Ces créatures nous visitent constamment et ce phénomène est souvent mentionné dans les rapports. Dans son livre Les résidents invisibles, Ivan Sanderson a avancé une pensée troublante. Ces créatures ne sont pas des extraterrestres, elles sont déjà parmi nous. Les recherches du zoologiste et ancien agent britannique continuent d'étonner et d'effrayer à la fois les spécialistes et les simples curieux. Dans son livre controversé Les résidents invisibles, publié il y a 70 ans, Ivan nous a ouvert les yeux sur le terrible royaume des objets aquatiques non identifiés. La base du livre de Sanderson repose sur deux théories principales concernant les OAN. La première est que les OAN sont en réalité déjà ici, soit qu'ils ont évolué avec la Terre, soit qu'ils sont arrivés de l'espace il y a très longtemps et se sont installés dans nos océans. En parlant des ovnis sous-marins, il convient de noter que 3/4 de la Terre sont recouverts d'eau, et des ovnis ont été observés dans tous les pays du monde. Cela rend tout à fait logique l'hypothèse qu'ils utilisent les océans, puisque l'humanité n'a pas encore complètement exploré cette ressource. Les recherches d'Ivan Sanderson sur les ON mènent à des conclusions inattendues. Si plus de la moitié des ovnis ont été observés dans l'eau ou au-dessus, cela signifie que plus de la moitié des ovnis sont en réalité des objets aquatiques. Sanderson affirme que la moitié des ovnis ont été vus précisément au-dessus de l'eau, ce qui soulève la question: existe-t-il sous l'eau sur la planète une civilisation entière d'êtres pour qui le fond de l'océan est aussi chez eux que les territoires que nous habitons? Il suppose que ces habitants ont pu s'installer ici bien avant l'apparition de l'homme. Pour étayer sa théorie, Sanderson a avancé l'idée qu'il existe sur Terre plusieurs points critiques formant des parcours inhabituels, qu'il appelle des tourbillons pathologiques. En identifiant les endroits où des navires et des avions disparaissent, il a remarqué que les apparitions d'Oan sont étroitement liées à des triangles où des anomalies magnétiques étranges sont enregistrées. Cela l'a amené à se demander si des créatures inhabituelles vivent dans ces endroits étranges, connus sous le nom de triangles et de tourbillons, et si des OAN y ont été observés. La théorie des vortex de Sanderson a un autre aspect menaçant. La plupart des zones anormales se trouvent dans des régions riches en ressources en eau. Il a mené des recherches et a découvert qu'en ligne, encerclant la planète et passant par les pôles géographiques et magnétiques, les avions et les navires disparaissent le plus souvent, et des ovnis apparaissent également. Après 17 années de recherche, Sanderson est arrivé à une conclusion surprenante. Il existe un lien clair entre la fréquence élevée des rapports sur les ovnis et les zones avec un champ gravitationnel inhabituel ou des vortex. Parmi les zones spécifiques où ces phénomènes se produisent, on trouve les mystérieux triangles des Bermudes, du Japon et d'Australie. Sanderson appelle à ne pas rester les bras croisés en affirmant que cela n'existe pas, mais plutôt à aller et à prouver. Il croit que les zones magnétiques inhabituelles de la Terre et l'apparition fréquente des ovnis sont liées. Certains chercheurs définissent les zones de vortex comme des lieux de dislocation des bases d'OVNI, ce qui soulève la question de l'existence de bases sous-marines. Sanderson se demande si ce sont vraiment des extraterrestres de l'espace et s'ils interagissent avec nous. Il pense qu'à différentes époques, il pourrait y avoir eu des zones avec des équipements autoplanétaires, basés profondément sous l'eau, permettant aux extraterrestres de nous observer tout en restant invisibles. Il est possible que les ovnis soient déjà sur notre planète depuis longtemps, existant ici bien avant nous. L'un des cas remarquables, bien que oublié, lié aux ovnis est l'incident du navire St. Andrews au large des côtes de la province canadienne de Nouvelle-Écosse le 30 octobre 1906. Le navire, traversant l'Atlantique sur un trajet de Halifax à Hambourg, a été témoin d'un ovni. Sanderson décrivait comment,
À 4h30 de l'après-midi, le bateau a été attaqué par un énorme objet enflammé, se déplaçant en zigzag dans le ciel, puis tombé dans l'eau et disparu. Selon lui, cela ne pouvait pas être une météorite, car les météorites ne se déplacent pas en zigzag et ne changent pas de direction. Ce cas a été rapporté dans le New York Times. L'assistant du capitaine, Via Spencer, notait: «J'ai vu des météores dans le monde entier, mais je n'ai jamais rencontré un aussi gros que celui-ci.» Tout au long de sa carrière, Sanderson a été entouré d'une aura de mystère. Il a servi dans le renseignement britannique et beaucoup de ses amis appartenaient à l'Office des services stratégiques, qui est devenu plus tard la CIA. Comme on peut le voir dans ses livres, Sanderson avait des connexions dans le renseignement et recevait des informations de leur part. Jusqu'à sa mort en 1973, il a continué à voyager à travers le monde à la recherche d'objets sous-marins non identifiés. Certaines ufologues estiment que des sources gouvernementales haut placées ont fourni des informations pour les recherches à Ivan Sanderson. Beaucoup se demandent encore s'il est resté dans le renseignement, s'il a continué à participer à des expéditions et s'il a utilisé ses contacts pour obtenir de nouvelles informations pour son livre. À la fin de sa vie, épuisé par le cancer, Sanderson est devenu la victime tant d'amis que d'ennemis qui se sont appropriés son héritage. Beaucoup venaient chez lui, discuter et demandaient à consulter des documents, mais il ne les rendait plus. Les débats à ce sujet ne cessent pas. Existe-t-il une vérité dans le fait que des agents gouvernementaux secrets ont pris les documents de Sanderson pour détruire l'une des meilleures collections de preuves de l'existence d'ovnis sous-marins? Au départ, Sanderson percevait les Oan comme des êtres vivants dans l'air, mais à la fin de sa carrière, il a commencé à les envisager comme des êtres hautement développés et intelligents venus de l'espace. Selon les experts, l'une des caractéristiques les plus impressionnantes des ovnis est leur capacité à modifier et à déplacer la surface de l'eau, tout comme les ovnis laissent des cercles caractéristiques dans les champs. Un aspect intéressant est la manière dont les Oan laissent des traces sur l'eau. Ces objets laissent des marques tant sur l'eau que sur la glace, créant une réelle similitude entre les traces sur les plateformes d'atterrissage des ovnis et celles des Oan sur notre planète. Cela peut être comparé à la façon dont un verre plongé dans l'eau laisse une dépression. Les chercheurs considèrent comme le plus remarquable la trace sur l'eau connue sous le nom de nid aquatique de Tully, qui a été observée dans le nord de l'Australie en janvier 1966. L'histoire du nid de Tully est devenue l'une des plus médiatisées en Australie, recevant un écho comparable à l'affaire de Roswell aux États-Unis, où de nombreuses personnes étaient impliquées, l'armée, la presse, et cela attirait des touristes. Les gens se rendaient au nid de Tully pour voir l'endroit où les OAN apparaissaient directement sous terre. Au cours des 10 dernières années, le chercheur australien Bill Chalker a mené une étude approfondie du phénomène Tully. À 9h du matin, le 19e janvier 1966, un jeune fermier nommé George Pedley conduisait un tracteur sur un terrain dans une zone connue sous le nom de Laguna en fer à cheval, dans le Queensland du Nord. Soudain, George a eu des problèmes avec son tracteur, qui semblait patiner et allait s'arrêter. À ce moment-là, il a entendu un bruit aigu et s'est tourné dans cette direction. À une distance de 6 à 9 mètres de lui, un objet métallique en forme de disque s'élevait de la lagune. Il a atteint une hauteur de 9-12 mètres, puis il est parti en piqué doux et a grimpé rapidement. Georges décrivait l'objet comme deux gigantesques soucoupes volantes, empilées l'une sur l'autre, d'une largeur de 9 et d'une hauteur de 12 mètres. Pendant plusieurs semaines, cet événement est resté une sensation pour la presse, et les journalistes ont écrit des reportages sur les lieux, couvrant le cas même dans la presse étrangère. Les journaux appelaient la région le nid des soucoupes volantes. Dans le nid, des preuves d'atterrissage d'ovnis ont été découvertes, une empreinte claire sur la surface de la lagune. L'effet de tourbillon dans l'eau a persisté pendant plusieurs jours et a été étudié par des marins et des scientifiques. De nombreuses recherches ont été menées et toutes sortes de théories ont été avancées, mais personne n'a pu expliquer la présence des traces sur l'eau. Dans de nombreuses interviews et études, Chalker a qualifié George Pedley de témoin fiable de l'apparition d'un ovni unique. Il le décrivait comme un habitant typique du Queensland Nord, d'un caractère agricole de qui on ne s'attendrait pas à des blagues. Au cours des semaines suivantes, lors de diverses enquêtes publiques et privées dans la région de Tully, au moins une demi-douzaine d'autres nids aquatiques ont été découverts. Des échantillons d'eau ont été envoyés au laboratoire de la faculté de physique de l'université de Brisbane
pour mesurer le fond radiatif, mais quelques jours plus tard, les échantillons ont mystérieusement disparu. L'enquête sur les cases à Tully se poursuit encore aujourd'hui. En observant de nombreux objets sous-marins non identifiés dans le passé et le futur, beaucoup se demandent pourquoi sont-ils ici et que va-t-il se passer ensuite. Un chercheur, réfléchissant à l'échelle de l'univers, déclare: Je suis sûr que notre univers est immense, qu'il y a de nombreux mondes habitables. Pourquoi devrions-nous nous considérer comme les seuls êtres intelligents? Certains scientifiques perçoivent les derniers événements liés aux ovnis comme sinistres. L'un d'eux ajoute: Je pense que les civilisations extraterrestres observent notre développement depuis les 100 dernières années, sachant à quel point nos perspectives sont grandes et à quel point le risque est élevé. Il souligne: Sans aucun doute, quelque chose se passe. On nous cache cela, on nous ment. Avec un sentiment de méfiance, il exprime son désir: J'aimerais venir à l'audience au Congrès et mettre fin au flot de sottises pour voir ce qui se passe. La question qu'il soulève sonne de manière inquiétante. Cela signifie-t-il que des événements, des cataclysmes, la fin du monde se profilent sur la planète Terre et que les ovnis viennent sur Terre parce que la Terre est en danger? Il réfléchit aux conséquences possibles. Peut-être que nous approchons de la fin du monde.